Donc, bonjour à tous, vous êtes bien sur le webinaire de Industry.org, donc le premier réseau social des industriels. Industry a été créé pour vous permettre d'échanger, de networker entre industriels sur des sujets du quotidien, de transformation digitale, d'industrie du futur. Vous trouverez sur la plateforme Industry.org vos pairs, des actualités sur les sujets de l'industrie 4.0, des formations gratuites et surtout des webinaires avec des grands patrons de l'industrie, comme ce jour, où j'ai la chance de recevoir Yannick Stenou du groupe Bell. Bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour Donc à moi, je suis toutes et à Jean-Philippe tous. Laurinquer, je suis en charge de cette belle communauté avec Alex, qui est aujourd'hui aux manettes, et à Choc, que vous serez amené à rencontrer si vous vous inscrivez. Donc Yannick, tu es directeur de l'excellence opérationnelle et du digital dans le groupe Bell. Donc en premier lieu, je tiens à te remercier du temps que tu prends pour échanger avec nous et avec les membres de la communauté. On va passer un petit moment ensemble où on va parler évidemment de toi, de ton parcours, on va parler de Bell, on va parler d'intégration, comment on intègre 58 nouveaux produits en un an, comment on assure la transformation des opérations d'une société mondiale comme Bell. Mais en tout premier lieu, moi, la première question qui m'interpelle et qui m'intéresse, c'est parler de toi, de qui tu es, d'où tu viens. J'ai regardé ton parcours LinkedIn et j'ai été assez impressionné parce que, en fait, tu as fait à peu près tous les postes possibles et imaginables dans une usine. Tu as été responsable de prod, de l'excellence opérationnelle, de la performance, du contrôle de gestion. Tu as été directeur de site, directeur industriel. Et maintenant, tu es directeur de l'excellence opérationnelle et du digital. Alors, première question que j'ai pour toi, c'est parmi tous ces postes, est-ce qu'il y a un de ces postes qui a été un pivot dans ta carrière, un accélérateur? D'abord, bonjour, bonjour à vous. Merci de me donner l'opportunité de passer effectivement ce petit moment avec vous. Alors, peut-être quelques mots avant tout, comme tu le disais, sur moi et mon parcours. Donc, moi, je m'appelle Yannick Stenou, j'ai 53 ans. Et en fait, j'ai un parcours, on va dire, 100% industrie alimentaire, un parcours de quasiment trois décennies à On aujourd'hui. va en parler juste après. C'est top aussi. Voilà, donc 8 ans Danone, 11 ans Nestlé et puis 11 ans Bell. Ce qui a probablement induit en fait mon parcours, ou ce qui m'a donné aujourd'hui l'opportunité d'avoir tous les postes que tu mentionnais, c'est que en fait moi j'ai eu la chance, comme peut-être aussi certains, de pouvoir démarrer à l'international. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire. Et moi, j'ai démarré comme ingénieur production VIE en Asie pour Danone. Et je crois que c'est ça qui a probablement, en termes à la fois d'expérience humaine au plan personnel et professionnel, conduit tout le reste de ma carrière et de ce que j'ai pu faire après. D'accord. Ouais. Et donc, l'international, en effet, tu as fait combien de pays là, depuis que tu as commencé? En fait, en expatriation, 3 et puis et ensuite, je les compte plus en termes de déplacements, on va dire, professionnels. Mais j'ai eu, et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant, l'opportunité de travailler avec différentes nationalités, Ouais. d'avoir des patrons qui n'étaient pas forcément français, mais américains, suédois, allemands, chinois. Et du coup, ça nécessite effectivement à la fois de comprendre deux choses. La première, c'est que tout le monde n'a pas forcément les mêmes référentiels et les mêmes modes de fonctionnement. Donc, le côté culturel est extrêmement important à prendre en considération. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième Ouais. point, c'est que les préjugés, ou en tout cas les façons dont on a de voir les choses, de voir le monde vu du côté français, n'est pas forcément applicable Ouais. dans l'ensemble des régions du monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie ou sur le continent américain. Ouais, alors du coup, si on creuse un peu là-dedans, un industriel quelle différence tu fais entre un industriel français, américain, allemand et chinois, pour prendre vraiment trois grandes cultures industrielles qui sont très très fortes? Si tu devais en ressortir deux, trois traits
des forces ou des points d'amélioration? Alors, on rentre dans la généralité, c'est pas bien, mais quelques grands traits culturels par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre en France, qui est l'essentiel de notre auditoire aujourd'hui? Je pense que toute culture, toute culture a ses forces et ses faiblesses, mais si on regarde aujourd'hui, enfin en tout cas ce que moi j'ai pu vivre dans les 3 ans que j'ai passé en Asie, c'est effectivement l'Asie, c'est extrêmement orienté sur la discipline. Ouais. Le respect de la hiérarchie et donc effectivement, à partir du moment où on a décidé de s'engager dans un projet ou une vision stratégique et qu'on doit déployer un plan, je dirais, d'exécution, c'est redoutable en termes Ouais, alors ça, d'efficacité tu veux dire, puisque ça peut être le rêve de plein de patrons, ça. l'organisation, en fait, est au service Ouais. de cette transformation ou de ces projets. Ce qui est plus peut-être compliqué du côté américain où aux États-Unis, en fait, le côté relation interpersonnelle est beaucoup plus fort. Ouais. Et donc, cette logique de où est-ce que l'on met, on va dire, le côté individuel peut jouer, puisque en Asie, on est plutôt sur la culture du groupe. Ouais. Donc, c'est le groupe qui agit, c'est le groupe je dirais, met en place, alors que dans les cultures européennes slash américaines, en fait, on est plus sur des notions d'individualisme, quelque part. Ouais. Et donc, il faut effectivement composer avec ça. D'accord. Et du coup, en termes de prise d'initiative personnelle, en Asie, c'est quand même faisable ou c'est pas souhaité, pas souhaitable, pas Non, accepté? c'est faisable. Après, après, effectivement, tout dépend je dirais, du modèle de management et de l'organisation. Mais on prend bien évidemment des initiatives dans les pays d'Asie. Maintenant, il faut, je crois que quand on travaille effectivement dans ces pays, dans la façon dont on anime une équipe, dans la façon dont on pilote une activité ou que on manage un projet ou une usine, je pense qu'il est très important, en tout cas c'est un retour d'expérience personnelle, que ces côtés interculturels Ouais. ou interprétation, on va dire, de ce que l'on va Ouais. dire ou d'un comportement soient parfaitement pris en compte, puisqu'on peut arriver à des situations extrêmement compliquées si on ne prend pas en compte en amont ces sujets. Tu as eu un cas où ça a pu poser problème parce que tu étais junior, tu maîtrisais pas ça et tu t'es retrouvé dans une Bah, en situation. fait, le challenge, je suis parti en VIE tout de suite après être sorti de l'école, quasiment. Ouais. Donc 23 ans. Et en fait, j'ai été envoyé au fin fond de la Thaïlande pour une mission qui était à l'époque extrêmement challenging, qui était en fait le démarrage d'une usine. Ah oui. À l'époque, Danone avait construit un site de production Greenfield, en fait, hein, donc Ouais. partie zéro. Et donc, mon job était de lancer en fait la production du site. Donc, en fait, c'est à la fois beaucoup de responsabilités quand on a 23 ans et qu'on Clairement. sort de l'école, mais au-delà de tout ça, je crois que le plus gros challenge pour moi a été de pouvoir parler le thaï en 3 mois, puisque je me suis retrouvé dans un environnement quasiment avec le directeur d'usine et puis peut-être 2 ou 3 cadres qui parlaient l'anglais. Mais en fait, tout le reste de l'organisation ne parlait pas un mot d'anglais. Donc là, du coup, ça nécessite une capacité à on va dire, se fondre dans l'environnement Ouais. extrêmement rapidement. Et l'autre point qui est important, que j'ai compris après, c'est que en fait, dans la culture d'Asie, notamment d'Asie du Sud-Est, en fait, on dit jamais non. Et, Ouais. et pour moi, ça a été très J'imagine. compliqué à comprendre parce qu'en fait, quand on explique à quelqu'un quelque chose et qu'on lui demande s'il a compris, en fait, il vous dira jamais qu'il n'a pas compris. Donc, Ouais. en fait, la façon avec laquelle il vous dit oui, oui, j'ai compris, en fait, il faut interpréter en disant oui, il a compris, il a vraiment compris. Donc, il est capable effectivement de Ouais. reproduire, ou en fait, il me dit qu'il a compris, mais en fait, il n'a rien compris. Et donc, on a eu effectivement
Et là, tu t'en rends compte un écueils. mois après. Ouais. Ouais, et puis voilà, on a eu quelques soucis. On s'est rendu compte en fait que les gens n'avaient pas forcément compris et ils ne le disaient pas. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas ou qu'on n'apprend Ouais. pas forcément à l'école quand on arrive, Ouais, clairement, ouais. notamment dans ces pays-là. Ouais. Alors, on est à peu près de la même génération, donc je peux en parler. On est d'une génération où, quand on sortait de l'école en tant qu'ingénieur, on était chassé par la banque, la finance, l'assurance et le conseil. Et toi, tu as choisi l'agro, et tu as choisi l'agro pour longtemps. C'est-à-dire, c'est pas des fiançailles, c'est un mariage, hein. Ça fait 30 ans que tu es dans l'agro. Pourquoi tu as choisi ce secteur? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Bah, en fait, deux choses. La première, c'est que bon, j'ai toujours été intéressé par la science du vivant et tout ce qui tourne autour de la biologie, etc. Et puis, je pense aussi qu'il y avait probablement des valeurs humaines assez fortes, puisque moi, je fais vraiment un lien très fort entre l'alimentation et ça, pour moi, c'était, je pense, extrêmement important. Et on se rend compte aujourd'hui, dans beaucoup d'études, du lien extrêmement fort entre, dans la presse, hein, entre l'alimentation et la santé et quelque part le niveau d'exigence que l'on doit avoir dans l'alimentation. C'est chiant, Lionel. Si effectivement on regarde les différentes crises sanitaires qui ont pu avoir lieu ces Ouais, dernières semaines ouais. sur des chocolats ou des Des pizzas pizzas. surgelées, quoi. Ouais. Ouais, c'est évidemment c'est la hantise de tout le monde. C'est d'un jour d'avoir une crise de ce type-là et qu'on a eu avant sur du lait en poudre, qu'on a eu. Enfin bref, Absolument. ouais. Euh, une carrière, évidemment, ce sont des occasions et c'est aussi des rencontres. Est-ce qu'il y a une personne qui, pour toi, a été un exemple ou un mentor, si on prend les grands mots, et est-ce qu'il t'a donné des conseils ou un conseil que tu utilises encore aujourd'hui, quelques années après? Bah, en fait, si je regarde et si je me projette un petit peu en arrière, bon, j'ai quand même eu sur certains postes beaucoup de difficultés et notamment, j'ai passé effectivement 5 ans au Moyen-Orient, sur une zone qui est toujours, mais qui était à l'époque extrêmement compliquée. Puisque moi, je suis arrivé chez Bell en 2012, 2011-2012 et 2011-2012, ce sont les printemps arabes Ouais, en Égypte, c'est la révolution libyenne, ouais, c'est la guerre en Syrie. Et donc, en fait, moi, j'opérais sur l'ensemble de la bah, région et super. puis accessoirement l'Iran. Et j'ai beaucoup utilisé, je dirais, on va dire Un précepte. un précepte que j'ai pu partager avec quelqu'un qui m'a beaucoup appris et enfin, je pense que ça a été l'un de mes mentors dans ma carrière Nestlé. Et qui m'a vraiment enseigné la capacité je dirais, de résilience Ouais, et la capacité à prendre du recul par rapport à la ouais, pression du quotidien, puisque quand on doit délivrer le business dans des environnements en guerre, en guerre, ouais. avec des attentats, avec ben, des risques de sécurité majeurs, il faut être capable de prendre vraiment du recul par rapport aux choses et donc quelque part de faire preuve d'une grande capacité de résilience. Et c'est ce que cette personne m'a vraiment appris, appris à faire, puisque le niveau de pression est tel que si on ne prend pas ce recul nécessaire, on a quand même du mal à gérer et garder, comme on dit assez trivialement, garder la tête froide, quoi. Ouais. Oui, en effet, là, c'est des beaux baptêmes du feu que tu as eu à faire. Si on parle un peu maintenant de Bell, alors évidemment, dans le milieu industriel et notamment agro, Bell est très connu, mais par le consommateur, le groupe l'est un peu moins. En revanche, les marques sont iconiques, hein, depuis qu'on est enfant, en tout cas quand on est français. On a été nourri au Babybel, à la vache qui rit, à la Péricube, au boursin, au materne, confipote, enfin, aussi bien du laitier que du fruit. Euh, Pareil, toujours en regardant un peu vos rapports publics, ce qui m'a surpris, en effet, c'est que je vous voyais beaucoup dans le fromage et vous êtes en train de faire une bascule vers également le snacking sain. Et
vous avez lancé 58 produits ou innovations en 2021. Premièrement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et surtout des impacts en termes de production? Parce que quand tu as autant d'innovations à lancer, faut les sortir quoi, à un moment donné. Peut-être effectivement quelques mots sur ce qu'est le groupe Bell aujourd'hui. Donc déjà, premier point, bon, c'est un groupe qui existe depuis plus de 150 ans. C'est un groupe familial et comme tu le disais effectivement très justement, c'est un groupe qui a opéré une évolution stratégique majeure puisque notre ambition est de devenir en fait le leader mondial du snacking sain. Et du snacking sain, pas uniquement sur ce qu'on va appeler le dairy, c'est-à-dire le fromage, mais également sur le pôle végétal slash fruits. Et donc, bien évidemment, tout ça, ça amène tout un tas je dirais, de changements au sein du groupe. Hein. Donc aujourd'hui, on est à peu près 11 800 personnes, à peu près 3 milliards, un petit peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. On a 29 usines dans tout un tas de pays et 57 filiales de distribution. Ça nécessite effectivement, au niveau du groupe, une capacité à la fois de réactivité et d'anticipation sur les innovations extrêmement forte. Ouais. Et du coup, comment, je ne sais pas si tu peux en parler ou pas, mais quand vous lancez le lancement d'un nouveau produit aujourd'hui, de l'idée aux premières boîtes qui sortent, en moyenne, il vous faut combien de temps? Je ne saurais pas précisément Ouais. répondre à la question. Ce que je peux simplement dire, c'est que on a en fait dans tout un tas de process en fait aujourd'hui, à la fois sur l'innovation, sur le développement produit. Et puis, un point extrêmement important, et ça, c'est quelque chose aussi qui est très fort dans le rapport du groupe, c'est notre expertise technologique. Je crois qu'il y a un point qui est extrêmement important aussi à signaler, c'est l'expertise technologique qui est majeure, effectivement, quand on rentre dans des projets d'innovation, on va dire, transformants. Cette expertise, c'est vraiment aujourd'hui dans l'ADN du groupe. Ouais, j'ai pu voir ça quand je suis passé à Lons-le-Saunier, notamment. Je m'étais toujours demandé comment on faisait pour emballer une portion de vache qui rit. Et c'est quelque chose d'assez bluffant à voir et d'extrêmement ingénieux parce que essayer de réfléchir à emballer comment dire, du fromage mou dans du papier d'alu, si vous ne réfléchissez pas un tantinet, c'est pas si évident que ça. Il y a un autre point qui m'a touché en tant que papa de petite fille, c'est votre ambition sur votre décarbonisation. Oui. Votre ambition, vous affichez, vous voulez faire moins 25% sur l'ensemble de la supply. Alors parfois, les gens, ils annoncent la décarbonisation de leur groupe et puis ils transfèrent en sous-traitance. Mais peut-être on peut peut-être rappeler alors déjà effectivement on a une feuille de route RSE qui est extrêmement ambitieuse. Néanmoins, on peut peut-être effectivement aussi partager les résultats que l'on a obtenus. Bon, il est clair aujourd'hui que Bell s'est engagé et Bell est un acteur engagé bien évidemment dans une roadmap RSE qui est, donc, comme je le disais, extrêmement ambitieuse. Et si on regarde quelques résultats, on a réduit quasiment de 59% entre 2008 et 2019 nos émissions de gaz à effet de serre. On a réduit sur la même période de 49% nos consommations d'eau et on a aujourd'hui, en tout cas 2019-2020, plus de 70% de nos sites qui sont certifiés 14001. Donc on a vraiment, on dit en anglais, c'est pas que des ambitions, c'est des réalisations aussi. On dit en anglais, moi quelque chose qui je trouve très important, c'est walk the talk, c'est-à-dire en fait on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on a dit. Et effectivement, ces résultats sont extrêmement concrets et on est en train de s'engager également dans des programmes de construction de chaudières biomasse
pour aussi réduire notre empreinte carbone dans notre consommation énergétique. Alors, c'est vrai qu'on a pris un certain nombre d'engagements 5 sur notamment la poursuite de nos réductions de consommation d'eau, sur le fait qu'on souhaiterait viser la neutralité carbone sur nos sites, sur les scopes 1 et 2, et de s'engager également, et c'est un troisième levier extrêmement fort, sur le fait qu'on vise 100% de nos emballages recyclables ou biodégradables à l'horizon 25. Donc voilà, on a vraiment mis, je dirais, des objectifs très ambitieux et les moyens qui vont derrière et l'organisation derrière, effectivement, qui supporte tout ça. Oui, mais alors, moi, comment tu fais pour gérer toutes ces nouvelles, parce que c'est des nouvelles contraintes. En plus, donc, en plus de ces nouvelles contraintes, tu te prends une crise supply avec des coûts de l'énergie qui explosent, des coûts matières premières ou même disponibilité de la matière première qui est pas évidente. Et sinon, ça va la prod en ce moment? Bah oui, enfin, je veux dire, c'est nous, comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui de l'industrie et notamment des industries alimentaires, on vit, je dirais, une période sans précédent. On peut le dire très honnêtement, une période sans précédent d'instabilité dans plusieurs régions du monde, de problématiques effectivement sur le sourcing des matières premières, de problématiques sur l'inflation des coûts d'énergie. Et donc, bien évidemment, tout ça impacte fortement les modèles des différentes entreprises et des différents groupes, et donc nécessite encore plus une capacité de s'adapter, une résilience forte des organisations pour répondre à ça. Et c'est encore aujourd'hui plus important de viser, de travailler sur l'excellence opérationnelle pour justement contrebalancer ou en tout cas amener quelque part quelques ballons d'oxygène pour contrebalancer les effets défavorables de notre environnement. D'accord. Et bah justement, c'est fait une bonne transition sur on parle aussi du 4.0 comme un levier d'adaptabilité, en tout cas de permettre aux organisations de se variabiliser à l'échelle. Vous avez également une roadmap 4.0 qui est ambitieuse, mais est-ce que tu sais nous dire, on a des gens là peut-être dans l'auditoire qui peuvent se poser la question, mais par où commencer? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers auxquels il faut faire attention de ton expérience sur l'analyse de l'état des lieux, la définition de la vision, sa mise en œuvre? Tu as d'expérience, il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes éventuellement planté, ou d'autres qui ont été des facteurs clés de succès que tu as pu analyser? Alors, peut-être avant de parler de la roadmap digitale, en fait, peut-être il faut remettre un certain nombre d'éléments que je qualifierais de prérequis. Ouais. Et notamment de s'interroger sur le lien ou la relation entre le digital et l'excellence opérationnelle. Ah, tu Et, fais toutes mes transitions, c'est nickel. et donc, je crois que la première chose je dirais, sur laquelle on doit s'interroger, c'est aujourd'hui quelle est notre vision ou quelle est notre stratégie en termes d'excellence opérationnelle. Alors, évidemment, tous les grands groupes ont mis en place des programmes d'excellence opérationnelle avec ce qui a pu effectivement être, je dirais, appelé Lean Manufacturing, Ouais. TPM, etc. Et ça, réellement, c'est fondamentaux de l'excellence opérationnelle. C'est bien, je pense, la première chose qu'il faut travailler et mettre en place, puisque c'est quand même très compliqué de digitaliser ou d'amener du digital Ouais. sur des choses effectivement qui ne sont pas totalement maîtrisées et dans lequel, on va dire, la maturité de la structure, de l'usine ou de l'entité en termes d'excellence, en fait, n'est pas robuste et n'est pas forte. Donc, moi, je fais un lien extrêmement fort entre les Ouais. leviers du digital et ce que le digital peut amener en termes de performance et le niveau de maturité ou en tout cas le niveau de compréhension de ce qu'est l'excellence opérationnelle. Pour moi, c'est extrêmement lié Ouais. et ce n'est pas l'un sans l'autre puisque
personnellement, en fait, je vois plus le digital comme un vrai levier Un d'accélération, accélérateur. mais on ne peut l'utiliser comme levier qu'à partir du moment où c'est fondamentaux, les basiques, Ouais. je vais les appeler comme ça, en fait, sont présents. C'est marrant parce que la semaine dernière, j'étais chez Somfy, un des leaders, enfin le leader mondial des petits moteurs pour les volets roulants ou les portes de garage. C'est une superbe TI familiale française, un peu comme Bell. Et lui, il me résumait ça en me disant on digitalise pas les gâchis. Et j'avais Oui, trouvé que c'était très bien trouvé comme formulation. tout à fait. On a exactement cette vision-là. Si effectivement c'est le bazar quelque part, on ne va pas digitaliser le bazar. Et c'est un peu ça. C'est qu'on doit vraiment travailler sur la mise en place de tous ces fondamentaux, puisque le digital va toucher la data, pardon, Bien sûr, ouais. mais il va aussi toucher, je dirais, le travail au quotidien de centaines de personnes. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse avoir fait le lien entre ça et l'excellence opérationnelle. D'accord. Et une fois donc, à supposer que ces prérequis sont en place, est-ce que toi, dans l'établissement de la stratégie, de la roadmap, etc., il y a des outils qui t'ont été utiles ou des méthodes qui t'ont été utiles ou des questions que tu t'es posées qui sont révélées importantes pour justement s'assurer que la transformation allait bien se dérouler? Bah, en fait, on a remis, si on regarde aujourd'hui le digital, nous, on l'a appréhendé sous différents axes. Et en fait, le premier axe que l'on a vraiment travaillé, c'est l'humain. Ouais, C'est-à-dire la notion enfin, comme on peut l'appeler, digital workforce en anglais, c'est-à-dire comment le digital peut apporter et créer de la valeur dans ce que font les gens au quotidien dans leur travail. Et donc ça suppose bien évidemment qu'on ait compris sur quel levier on pouvait agir pour améliorer tout ça. ouais, Euh, mais je crois que le digital, entre guillemets, au quotidien, sur comment je peux accélérer un certain nombre de choses en donnant aux gens les moyens d'obtenir la donnée en temps réel, de réagir en temps réel et au final de créer de la valeur en prenant les bonnes décisions. Je crois que c'est un enjeu extrêmement important. Donc nous, on a plutôt appréhendé nos priorités sous l'angle humain. Néanmoins, on en a bien évidemment d'autres qui sont à prendre en considération. J'en ai parlé tout à l'heure, donc la notion de data et de remonter des données pour générer peut-être un meilleur impact sur la qualité produit ou le pilotage des process, ce qu'on va appeler les analytics. Ça, ouais. c'est également un levier extrêmement important. Et on a ensuite d'autres typologies de leviers sur l'automatisation Ouais. et la robotisation. Mais en fait, je pense que le premier point est plutôt de se concentrer sur comment, au travers du digital, on peut mieux piloter les opérations et donc du coup, apporter une vraie valeur aux équipes sur le terrain. Ouais. Et alors, si on revient sur ces trois sujets que sont l'humain, la data et l'automatisation, euh, sur l'humain, est-ce que toi, tu vois aujourd'hui alors, il y a une transformation, donc il y a de l'accompagnement au changement. Est-ce que tu vois des similarités entre le passage all-in qui a débuté il y a 30-40 ans? Alors, toi, 40 ans, tu n'as pas Mmh. vécu, mais il y a 30 ans, tu as pu un peu voir. Et le passage au 4.0 actuel, il y a des similarités que tu as pu identifier et du coup, ça te donne des pistes aussi sur comment amener les équipes à basculer plus facilement? Bah, en fait, notre point de départ, nous, c'est que en fait, on part du lean, en fait. Et donc, nous, on voit le digital comme un accélérateur de performance. Ouais, Donc, en fait, on connecte systématiquement les 2. d'accord. Donc et ça, c'est très important, c'est que, quel que soit le cas d'usage identifié, quel que soit l'enjeu associé, on connecte systématiquement
une initiative digitale à comment cette initiative, en fait, elle va s'intégrer dans notre modèle Lean Group Bell et Ouais. comment elle va au final délivrer une performance et sur quel, on va dire, levier de performance elle va s'appuyer. Donc ça, c'est un premier point. Donc, et c'est aussi pour ça que j'ai en charge l'excellence opération d'un côté et Bien le sûr. digital de l'autre, puisque on réalise effectivement tout un tas de projets pour améliorer notre performance opérationnelle. Donc, pour nous, c'est un point extrêmement important on va dire, de départ. D'accord, ouais. Donc, le lean est vraiment le socle de tout et le digital n'est qu'un moyen, n'est qu'un accélérateur, mais Oui, pas un but en soi. c'est pas un but en soi, non. Ouais, d'accord. C'est pas un but en soi parce que je pense qu'il faut qu'on donne du sens aux choses. Enfin, on ne digitalise pas pour digitaliser, en fait. Oui, C'est le sens qu'on doit amener derrière. Et en quoi ce que nous allons apporter au niveau du digital changera la vie du quotidien des centaines de personnes qui travaillent dans le groupe. C'est ça, aujourd'hui, l'enjeu. Et donc, si on n'a pas compris un certain nombre de choses sur où est créée la valeur et comment le digital peut nous aider à créer encore plus de valeur, en fait, on risque peut-être de ne pas être sur les bons sujets et au final, de ne pas réussir à transformer. ouais. Et du coup, j'ai une question qui vient de l'auditoire. C'est est-ce que tu rencontres des différences de maturité lean entre tes différentes géographies ou Oui, tes différentes usines? Et du oui, coup, est-ce que ça te pose un problème dans l'exécution de ta roadmap? absolument. En fait, Une bonne question. c'est une très bonne question. On a des différences, comme je dirais aussi beaucoup de groupes qui opèrent dans différentes régions du monde. Nous avons des usines top performing et des usines un peu moins D'accord? sur la partie lean. Ouais. Et donc, on doit, on doit composer avec ça. Et en fait, j'ai, alors au risque peut-être d'avoir paru comme un peu trop directif ou trop top-down. En fait, moi, j'ai lié la maturité digitale au roadmap stratégique. J'ai lié la maturité lean au roadmap stratégique digital. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, les usines, C'est pas le même plan pour tout le monde, quoi. c'est pas le même plan pour tout le monde et des usines qui n'ont pas aujourd'hui atteint le niveau de maturité minimum requis ne rentrent pas dans des programmes D'accord. digitaux. OK, donc c'est très clair là-dessus. Toujours des questions autour du facteur humain. Donc, une question de Maya, c'est comment tu prends en compte le facteur humain dans la transition digitale? Et une autre question qui pose, est-ce que pour toi, le digital vient en complément ou en substitution des humains? Je pense connaître ta réponse, mais Alors, ça ne peut pas venir en substitution parce qu'au final, je pense que la part de l'humain et comment on va développer les compétences, comment on va développer l'expertise est importante. Et moi, j'ai quelque chose pour moi, enfin, j'ai une moto qui est une citation un peu, qui est un peu triviale, mais que je considère extrêmement importante, c'est que je pense qu'à la fin, ce sont les gens qui font la différence. ouais, On dit en anglais people make the difference et c'est vrai et j'ai pu le tester dans des dizaines de cas. Au final, on peut avoir les meilleures technologies du monde, les meilleurs équipements du monde. Si les gens ne font pas la différence, on n'aura pas la performance attendue. Donc, c'est d'accord. vraiment, le digital est vraiment un accélérateur de la performance opérationnelle, mais c'est aussi un accélérateur qu'il faut mettre au regard de comment est-ce qu'il peut aider à développer l'autonomie, à développer l'expertise, à développer la capacité d'apprentissage des gens qui travaillent pour le groupe. Et je vais être un peu challengeant. C'est les people ou c'est le process? Tu vois, tu parlais de la culture asiatique tout à l'heure. C'est les deux, c'est les deux, c'est les deux. Ouais, Ce sont les deux, bien sûr. C'est les process au travers de tous les standards qu'on peut établir, notamment chez nous, ce qu'on a fait sur le Lean, et bien évidemment, les people. C'est bien l'un avec l'autre. Hein. C'est les standards et les gens. Et le d'accord. digital vient en complément pour accélérer tout ça. Euh,
et je pense aussi, parfois, c'est un peu sous-estimé, c'est que le digital est également un vrai levier aussi de compétitivité en termes de pouvoir d'attraction. C'est-à-dire qu'on Ouais, vit aujourd'hui dans un monde où je dirais la ressource humaine va devenir de plus en plus compliquée. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peinent à à trouver. trouver des candidats. Mm. Je crois que le digital est également un levier d'attraction des talents de demain, Ouais. important on va dire, à ne pas sous-estimer. Ouais. Et, alors, on va revenir sur, après l'humain, on va passer au deuxième sujet qui était le sujet de la data. Donc, captation, exploitation de la data. Moi, j'ai un fantasme que je vois pas assez souvent dans les usines que je visite, c'est que l'opérateur a l'ensemble des données nécessaires à l'exécution de ses tâches ou la résolution de ses problèmes. Enfin bref, qu'il puisse devenir le plus autonome possible et le plus proactif possible. Euh, et souvent, il a pas assez de données pertinentes au bon moment pour pouvoir travailler en autonomie. Ça peut venir de plein de choses. Souvent, c'est un problème de captation de la data, un problème de traitement de la data, de mise à disposition de la data. Euh, J'imagine que c'est un sujet sur lequel vous êtes penché. J'imagine aussi que c'est un sujet que vous ne pouvez pas traiter tout seul et il vous faut le support des départements IT. Comment tu arrives à synchroniser un peu tout ce petit monde sur un sujet qui est très complexe et je trouve encore pas assez maîtrisé dans le monde industriel, en tout cas en France. Bah, en fait, si on revient sur la data, évidemment, la data, c'est je dirais, le nerf de la guerre. Sans Ouais, data, on risque pas je dirais, de faire grand-chose. Alors, je suis pas un expert, on va dire, des réseaux ASIT data. Ce que je peux dire simplement, c'est que l'enjeu, c'est que pour moi, l'opérateur doit avoir la bonne data au bon moment et au bon endroit. Et que derrière, on soit capable aussi, au travers de la data, de lui donner non seulement des éléments pour qu'il puisse réagir, mais également de l'aider, par exemple, en l'alertant sur, par exemple, des écarts constatés entre ouais, ce à quoi il devrait être et ce qu'il est, le niveau auquel il est aujourd'hui, que ce soit sur des fonctionnements machines ou des contrôles qualité ou d'autres types effectivement d'informations qu'on lui demande de remonter au cours de son poste de travail. Donc en fait, la remontée de la donnée, elle est évidemment importante et nécessaire pour réagir, mais je pense qu'il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin. C'est qu'il faut qu'on soit capable effectivement de pouvoir anticiper et de prédire un peu mieux les choses, et donc derrière de pouvoir être sur des systèmes on va dire, cas de retour dans lesquels on lui dit, voilà, sur tel ou tel élément, on n'est pas dans le standard, et donc il faut qu'on prenne des actions et il faut que tu puisses réagir avec telle ou telle action corrective. et quelles sont les difficultés que tu as pu constater alors, chez Bell ou en discutant avec tes pairs hein, sur justement cette accessibilité à la data au bon moment, au bon endroit qu'est-ce qui, dans la vie quotidienne, rend la chose difficile à mettre en place? Bah, je pense qu'on est beaucoup plus sur des sujets relatifs à l'obsolescence et aux évolutions technologiques. On a des lignes ultra sophistiquées, ultra modernes Ouais. qui sont totalement connectées du début à la fin. Et puis, on a des lignes qui ont, dans certains cas de figure, 50 ans, euh, Ouais. et dans lequel, en fait, on a une obsolescence totale des PLC et où on ne peut absolument rien remonter du tout. Donc, en fait, de notre côté, on a un enjeu de connexion de l'ensemble de nos équipements à la remontée de données, avec des équipements qui sont connectés et qui remontent la donnée, des équipements qui ne sont pas connectés mais qui sont connectables, Oui. et des équipements pour lesquels manifestement on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc on a une vraie composante technique / technologique
à prendre en considération. Ce que je dirais simplement en plus, c'est que on peut remonter des milliers et des milliers de données, ça c'est très facile à faire. Après, la question, c'est toujours de se remettre dans je dirais le poste de travail, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin pour produire. Et donc, de nouveau, de pouvoir sélectionner la bonne donnée au bon moment, au bon endroit. Parce qu'on peut remonter effectivement des centaines de données sans forcément… Là, tu peux noyer les absolument, gens sous de la donnée qui ne sert à rien. absolument. Et tu parlais des machines et de leur connectivité. On a pu constater, nous, de voir des fabricants de machines qui ne te rendaient pas les données disponibles spontanément. En gros, ils te demandaient de payer quelque chose de plus pour pouvoir avoir accès à tes données qui sont dans tes machines. Bon, alors, j'imagine que quand on s'appelle Bell, on n'a pas trop ce problème-là. C'est des choses que tu as pu voir, dont tu as entendu parler, ou est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui l'écosystème équipementier est en train de s'assainir et arrête ce genre de choses? Je n'ai pas eu de cas de figure personnellement. Simplement, ce que je peux dire, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les fabricants d'équipements, machines, que ce soit dans l'industrie alimentaire ou d'autres industries, ont tendance à, je dirais, à offrir des perspectives d'application de mesures en ligne, ce qu'on appelle les TRS, qui sont les mesures des temps d'arrêt, etc. Donc, en fait, ils vont beaucoup plus loin que ce qu'ils ne faisaient jusqu'à présent par rapport à, je dirais, à leurs propositions ou en tout cas à leurs offres de lignes de production. Je pense que c'est très important de composer avec eux parce que alors, parfois, ils sont totalement incontournables parce que ce sont des grands fabricants d'équipements et donc on doit pouvoir être capable de travailler avec eux. Et je pense qu'il faut qu'on travaille avec eux dans un climat ou dans une approche de partenariat et pas forcément dans quelque chose qui soit totalement verrouillé, mais que la data soit disponible pour qu'elle puisse être traitée ailleurs si on en a besoin. Et tu parlais tout à l'heure de ce qu'est le quotidien de tous les industriels à travers le monde. Alors, même les greenfields finissent par devenir des brownfields avec une hétérogénéité des machines en termes de technologie, en termes d'obsolescence ou autre. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'IoT disponibles, de capteurs, de vibrations, de pression, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'aller capter de la data, de la remonter pour l'analyser avec les solutions de BI? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez particulièrement, sur lequel vous êtes investi? Et si oui, est-ce que il y a une complexité? Est-ce que c'est complexe ou est-ce qu'au final, c'est des projets qui ne sont pas si compliqués que ça à mettre en place? Tout dépend la finalité de ce que l'on veut faire. En fait, on a des enjeux sur de la remontée de données au travers de capteurs pour optimiser nos process de production. On a également des enjeux sur notre capacité à pouvoir mieux prédire et anticiper les évolutions de nos consommations énergétiques, par exemple. Et puis, on a des sujets relatifs à comment, au travers de capteurs, je peux être capable de mieux anticiper certains cycles de nettoyage, par exemple, qui sont bien évidemment nécessaires dans toute industrie alimentaire. Je crois que ce sont vraiment des sujets à regarder pour pouvoir être encore plus efficace demain dans les remontées de données dont on aura besoin sur tel ou tel cas d'usage ou telle application. D'accord. Et on a une question intéressante de Quentin. Alors, il dit sans donner de chiffres, donc c'est en fonction de ce que tu es capable de communiquer ou pas, évidemment. Hein, on ne va pas te demander toute la perf de Bell, mais est-ce que vous avez réussi à mesurer des gains de ROI liés à la mise en place de solutions numériques, comme par exemple économie d'énergie, réduction des rebuts, non-qualité? Est-ce que ça a été facile à faire? Est-ce que c'est compliqué à faire? Et est-ce que surtout, c'était un préalable à la mise en place de ces projets numériques? Ou est-ce que vous avez fait un leap of faith et en disant ça va bien finir par apporter quelque chose? C'est une très bonne question. Je pense que tout le monde se pose la même. Ouais, je te confirme. Pourquoi on fait ça? Bon, évidemment, nous, on a pris effectivement le parti de
de lancer ce qu'on a appelé des POC, hein. Donc, on a lancé différents POC Ouais, sur différentes applications et différents cas d'usage pour valider un certain nombre d'hypothèses, je dirais, de performance. Et il est clair que au sein du groupe, on doit être capable de démontrer une création de valeur. Alors, qu'elle ouais, concerne une optimisation dans le fonctionnement des lignes, qu'elle concerne une réduction de consommation d'énergie ou qu'elle concerne une réduction du taux de perte et du rebut ouais, produit, in fine, on crée de la valeur. ouais. Et c'est ça qu'on va chercher à regarder et bien évidemment à pouvoir estimer de façon à ce que on puisse passer de la vision POC à quelque chose qui soit beaucoup plus standardisé en termes de plan de déploiement et qui soit mis en place je dirais, dans l'ensemble des usines du groupe. Néanmoins, c'est toujours un peu compliqué de calculer des ROI sur certains cas d'usage. Et l'un des risques que l'on pourrait mettre en exergue, c'est le fait de parfois ne pas avoir démontré un ROI suffisamment bon et de se dire on arrête. Ça, je pense que Hmm. c'est une erreur parce que intrinsèquement, on a des choses qui sont captables, mesurables, mais Ouais, bien sûr. on a une partie de la création de valeur qui n'est pas Et forcément diffuse. captable, qui est diffuse et Hmm, qui n'est pas forcément captable en toute évidence. hmm. Si on regarde des digitalisations de processus d'amélioration continue et de lean, on est certain que ça crée de la valeur, mais de là à dire ça a créé tant, c'est Ouais. un peu compliqué. Et ça serait une erreur de considérer qu'au final, on n'a pas pu démontrer de chiffres très clairs et de se dire bah, on Du arrête coup, on tout. arrête. Ouais. Hein, parce qu'on a, aussi une dimension quelque part de transformation qui est à prendre en compte. Ne serait-ce que quelqu'un qui passait son temps à saisir de la donnée 2 heures par jour Ouais, ouais. et demain, grâce à un certain nombre de choses, de solutions, il ne le fait plus, on a gagné 2 heures par jour. Ça ne veut pas Ouais. dire que le poste sera supprimé, mais pendant ces 2 heures par jour, il peut faire Faire d'autres autre chose. activités qui Hmm, créent une valeur pour l'entreprise. bien Et sûr. c'est ça qu'il faut bien Et, avoir en compte. et alors, pour le coup, j'étais pas dans le monde industriel à l'époque, mais t'as pas vécu la même chose avec le Lean il y a 20-30 ans où on se disait est-ce que le Lean, finalement, c'est un ROI derrière, quoi. C'est ça. Je pense que enfin, tout lean, alors après, Il y avait ce débat à l'époque sur le ROI oui, du Lean. alors pas en tant que tel, mais au final, combien de gains de productivité un programme lean a apporté, ce sont des choses que toute personne, enfin tout dirigeant, tout patron se pose. Ouais. Euh, je pense que enfin, le point pour moi qui est important, c'est de laisser le temps aux choses. On ne peut pas Ouais. tout démontrer du jour au lendemain. Et quand on rentre dans ces dynamiques de gestion du changement et de transformation, eh bien, les choses se mettent en place, en tout cas progressivement. Et donc, derrière, on peut démontrer des impacts tangibles sur la performance opérationnelle. Ouais. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, Voilà. t'avais Le dernier point que je voulais rajouter, c'est que la question aussi qu'on peut te ramener à se poser, c'est on a un POC à lancer, dans quel site on va le faire ouais. et le choix d'un site pilote est parfois un peu sous-estimé alors qu'il est absolument fondamental puisqu'il peut faire au final que on démontre ou on démontre pas ce à quoi on voulait. Selon la motivation de l'équipe à y aller. Absolument. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors, on voit aussi beaucoup, nous, d'industriels qui sont devenus des pokers professionnels, donc ils poquent dans tous les sens. En revanche, ils passent jamais à l'échelle. Comment tu arrives à éviter cet écueil? On n'a pas forcément beaucoup de recul sur le sujet, puisque aujourd'hui on D'accord? est plutôt dans des POC, hein, dans des modes de Ouais, fonctionnement POC. Après, je crois qu'il faut éviter d'en lancer partout. ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui est vraiment, vraiment important. Et une fois qu'on l'a démontré, ne plus se poser de questions. Je crois que c'est ça qui est important. C'est ne pas remettre en cause systématiquement les conclusions d'un POC. Si on a démontré que la valeur est créée, la valeur est créée. Et donc derrière, il faut qu'on aille beaucoup plus vite dans les phases de déploiement.
Et alors, du coup, Arnaud, il a peut-être une nouvelle idée de POC pour toi. Il te demande si si tu utilises la fabrication additive, tu sais, l'impression 3D. Alors, ça peut se faire sur l'alimentaire, hein, on l'a déjà vu. Au sein de tes projets de digitalisation ou d'optimisation de process, c'est des choses que vous regardez un peu? On a regardé ça dans certains sites du groupe, absolument. D'accord. Bon, peut-être que tu ne peux pas en parler. C'est des choses pertinentes, intéressantes, ou pour l'instant, ça reste du gadget? C'est de l'exploration. D'accord. On a regardé des choses, notamment sur des fabrications de spare parts, de pièces détachées dans certains sites en impression 3D. D'accord. Pas forcément pas beaucoup. Pas sur l'alimentaire, plutôt sur sur les les pièces équipements. détachées. Oui. Équipements. Mm. D'accord. Du coup, moi, j'ai encore 2 questions pour toi. La première, c'est est-ce que il y a 2 outils 4.0 que tu as pu observer, vu soit chez Bell, soit chez des confrères, que tu pourrais nous donner, qui te plaisent particulièrement, que tu trouves très pertinents et qui peuvent peut-être aider, être des bons premiers projets pour certains de nos auditeurs? Alors, c'est une question un peu compliquée parce qu'on n'a pas forcément, on va dire, tout le recul nécessaire. Ce que je peux simplement dire, c'est que je suis assez, on va dire, stupéfait du nombre de solutions et la vitesse avec laquelle, en fait, les solutions évoluent, arrivent. On peut se dire quelque chose maintenant et peut-être que demain matin, ça sera plus vrai. Ouais, tout à fait, ouais. Donc moi, je suis assez ébahi de cette agilité, en tout cas de rapidité avec laquelle un certain nombre de solutions sont aujourd'hui sur le marché avec Développé, ouais. des succès ou pas d'ailleurs, hein. Certaines solutions aujourd'hui peut-être trouvent peine à pouvoir être déployées. Les solutions que nous, on veut vraiment mettre, on va dire, sur le devant de la scène sont celles de nouveau qui sont liées, comme je le disais en introduction, à notre pilier Digital Workforce. D'accord. Donc, une notion de cette approche d'opérateur connecté. Et c'est pour moi l'un des éléments sur lesquels on va fortement, je dirais, mettre l'accent dans les prochains mois et les prochaines années. C'est très clair. Tu l'évoquais tout à l'heure, attirer les talents est aujourd'hui complexe. Alors, Dieu merci, l'actualité fait qu'aujourd'hui, on parle, après avoir fait 20 ans d'industrie bashing, on en parle plutôt en positif actuellement et tout le monde se rend compte que réindustrialiser la France, c'est une priorité. Est-ce que tu as un argument, un élément à donner à un ou une jeune ingénieure pour lui dire de rejoindre l'industrie plutôt que d'aller dans un cabinet de conseil en stratégie ou dans des banques? En fait, je pense que le point important, en tout cas en termes d'éléments positifs sur l'industrie, c'est la diversité des parcours. Oui. Et voilà, le mien en est un exemple, c'est que le fait d'avoir eu des postes très opérationnels, vraiment très terrain, et puis des postes un peu plus, on peut dire corporate / fonctionnels, ça, ce sont des parcours que l'industrie peut proposer. Donc, il y a une vraie richesse, je pense, dans les parcours qui peuvent être proposés, que ce soit sur des postes en France ou sur des postes à l'étranger. Nous, par exemple, on recrute chaque année énormément de VIE Ouais. pour le monde entier, Ouais. sur des fonctions de jeunes ingénieurs. Et ça, démarrer à l'international par un VIE, c'est un élément, je pense, booster d'une carrière. Avec de fortes responsabilités en pour un sortie jeune d'école. Il jeune n'y a pas ingénieur. que les startups pour avoir des responsabilités en sortie d'école, hein. Il y Tout à a fait. aussi les VIE. Tout à fait. OK. Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas, Yannick, pour tous ces éléments. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'espère que nos membres Merci à également. vous. Et donc, pendant ce temps, je vous rappelle que ce webinaire, si vous a plu, on vous attend sur la plateforme industrie.org. Vous y serez bien reçus par vos pairs. Vous y trouverez des actualités sur les sujets de l'industrie 4.0 et des formations gratuites. Et donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur industrie.org. Au revoir. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.